Eh bien bonjour, je suis sur le terrain de foot avec plein de caravanes que vous avez vu arriver dimanche de façon un peu surprenante. Et bien évidemment, nous sommes allés rencontrer les personnes qui sont arrivées à Noyaret et nous avons trouvé un accueil extrêmement chaleureux, fort sympathique. Donc on avait envie de vous présenter les gens qui sont venus à Noyaret pour quelques jours. Et donc je vous présente le pasteur Flores, à qui j'ai demandé d'expliquer un petit peu comment ils vivent, pourquoi ils sont ici, tout ce système, et que vous sachiez qui est à Noyaret sur vos terrains de foot. Je me présente, je suis Monsieur Flores. Donc c'est vrai que la venue était un peu brutale, c'est vrai, mais vu les circonstances, je ne sais pas si on peut rentrer un petit peu dans... On en parlera tout à l'heure. C'est vrai que parfois c'est des moments difficiles, même pour nous. Je pense, je veux quand même que les citoyens d'ici, de Noyaret, sachent aussi que ce n'est pas agréable pour nous, parce qu'on veut quand même aller dans l'évolution. Donc on est là et sincèrement je tiens à dire d'abord, avant de commencer ce petit entretien entre nous, que nous avons été accueillis avec quelque chose qui est étonnant, pour nous les gens du voyage, peut-être que pour les autres non, mais pour nous c'était vraiment, c'est pas souvent qu'on est accueillis de cette manière, et Madame le maire a changé la situation. Au lieu d'aller dans une chose qui soit plus pire, eh bien, je pense que cet entretien et ce que nous allons avoir ensemble va être quelque chose qui va aller en évoluant, et avec une évolution, et peut-être avec une communion différente, une aperçu différente des gens du voyage et des communautés. Voilà. Tout à fait, c'est l'objectif. Parce que quand même, pour préciser à chacun, il y a une loi qui a été votée en juillet 2000 qui oblige la métropole notamment, mais les comités de communes, de proposer un terrain d'accueil aux gens du voyage. Ici, on n'en a pas, donc d'autres fonctionnements se mettent en place. Alors moi, ce que j'aimerais, parce que je trouvais ça passionnant, c'est vraiment que vous puissiez nous expliquer l'histoire des gens du voyage. Alors, on va abréger l'histoire, parce que l'histoire des gens du voyage est très 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 longue. Donc, oui, bien sûr, on va un petit peu expliquer un petit peu l'histoire et le déroulement. Pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi il y a un chapiteau de planté, pourquoi nous sommes ici et quel est pourquoi on voyage aujourd'hui. Bien sûr que tout ça a changé. Donc, on va prendre quelques minutes pour expliquer un petit peu tout ça. En fait, les gens du voyage sont situés, leur histoire se situe, la plus ample, la plus grande de l'histoire des gens du voyage se situe en Inde. Donc c'est là-bas où ils ont appris la langue qu'on appelait gitane, kalo, tzigan en elle-même, tzigano. Donc c'est cette langue qu'on a appris en Inde. Mais en fait, on s'est aperçu à travers l'histoire que les gitans ne pouvaient pas correspondre avec l'Inde à cause des cultures, à cause de plusieurs choses qui sont en Inde et qui ne correspondent pas au peuple gitan. Donc d'autres ont fait des recherches. Donc on peut venir ou du peuple d'Israël, ou on peut venir de la Syrie, mais en tout cas on vient d'avant l'Inde. Ensuite, vraiment, principalement, le peuple Tzigan en lui-même, toutes les ethnies comprises, et tout à l'heure j'aimerais faire une parenthèse par rapport à ces ethnies-là. Toutes les ethnies qu'on appelle, d'un seul bloc, on appelle ça les Tzigan. Lorsqu'ils étaient en Inde, ils sont restés très longtemps en Inde. Ils ont vécu là-bas pendant des années, et ensuite, lorsqu'ils ont voyagé, parce qu'ils ne peuvent pas, le peuple Tzigan en lui-même a une culture dans laquelle il ne peut pas s'installer. C'est un peuple nomade, et depuis des siècles, rien ne c'est dans leur gène. On ne peut pas rester des années dans le même endroit. Donc ça fait que lorsqu'ils sont sortis de l'Inde, le peuple s'est divisé en deux parties. Une partie sont partis vers les peuples nordiques, donc les pays de l'Est, ainsi de suite. Et là-bas sont nés ce qu'on appelle des ethnies. Donc on a passé par la Roumanie, et là-bas il y a eu ce qu'on appelle
Bien sûr, il y a des noms qui sont un petit peu péjoratifs, comme Romanichel et ainsi de suite, des noms qui signifient petit diable et ainsi de suite, quoi. C'était vraiment péjoratif, mais ce peuple-là va commencer à grandir et là vont naître des ethnies qui sont les Roms. Les Roms qui sont une population, l'une des plus grandes des 5 ethnies. Ensuite, il y a eu les Yéniches, les peuples qu'on appelle les Allemands. Hein. Ensuite, il y a eu les Sinti, qui sont un peuple qu'on appelle les Italiens, qu'on retrouvait souvent, qui se sont installés, j'essaye d'abréger, parce que sinon il y aurait pour des heures à parler de ça, qu'on a trouvé au Piémont, donc manouche italien. Et il y a aussi les Gitans. Les Gitans, y compris dans le peuple gitan, il y a les Catalans, ceux qui habitaient Barcelone, et les Gitans espagnols, qui étaient en Espagne, qui sont descendus un petit peu dans les pays un peu plus chauds, tous ces pays arabiques jusqu'en Espagne. Et là-bas, d'ailleurs, dans le langage espagnol, beaucoup de mots qui sont dans la langue espagnole, que vous comprenez aujourd'hui, il y a beaucoup de mots gitans. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les mots, je vais abréger, mais il y a l'Espagne a grandi dès même lorsqu'elle a été conquise par les Arabes à l'époque, elle a grandi avec les Gitans. Donc la plus grande partie de cette ethnie-là, dont je fais partie, les Gitans, donc on a grandi avec l'Espagne. L'Espagne et nous, avec cette ethnie espagnole, on n'en fait qu'un. Donc ensuite, ce peuple-là n'avait pas, il avait l'illettrisme, ils étaient illettrés. Ils n'avaient pas de culture d'apprendre à lire, ils avaient une culture, mais ils ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire. Et quand ils ont commencé, quelques gitans par-ci par-là, quand je dis gitans, je parle de 5 ethnies différentes, ont commencé à connaître un petit peu la lecture et qui se sont convertis. C'est là où réellement ils ont commencé à découvrir une culture qui est dans la Bible. Et cette culture nous ressemble. Donc on s'est aperçu qu'on pourrait éventuellement sortir de ces pays-là qui sont dans la Bible. Parce que, ne sachant pas lire, on vivait déjà par nos mœurs, par nos traditions, par nos manières de faire, par tout ce qu'on faisait. On ne savait pas lire et en lisant la Bible, on a découvert qu'on était là. Nos cultures étaient là. Donc, avec le temps, il y a bientôt 60 ans de cela, il y a eu le premier converti qui était en Manouche, la famille Renard, d'Uville. Il s'appelait Mans, c'est le premier converti. Ensuite, j'essaye d'abréger bien sûr, il y a eu un homme qui s'est levé et qui, en voyant que personne ne s'occupait des gens du voyage, eh bien, a pris les choses en main. Il s'appelait Clément Le Cossec. C'était un gadjo, qui veut dire sédentaire, qui veut dire celui qui ne fait pas partie des gens du voyage. Et lui a pris les choses en main et il a commencé à dire, eh bien, on va s'occuper de ce peuple. Et par la suite, il a commencé à évangéliser parmi le peuple Tsigane. Quand je dis Tsigane, je dis les 5 ethnies. Et les gens se sont convertis. Or, le peuple Tsigane est un peuple qui voyageait beaucoup, qui voyageait partout sans aucun but. Or, à travers l'évangile, j'essaye d'abréger, j'essaye de prendre les mots les plus importants, à travers l'évangile, le voyage a pris un autre sens, un autre rôle, une autre directive. Aujourd'hui, on ne voyage plus parce qu'on veut. Aujourd'hui, on voyage avec un chapiteau, avec des gens différents. Donc ceux qui nous accompagnent ne sont pas tous chrétiens, ne sont pas tous évangéliques, mais c'est pour apporter à ces gens-là, et bien sûr au peuple aussi, ceux qui ne sont pas aussi gitans, on est là aussi pour ça, même pour vous, Madame le maire, on ne peut pas vous évangéliser ou vous prêcher, mais vous êtes là aussi pour tous ceux qui veulent entendre la bonne nouvelle de l'Évangile, comme le livre d'Ésaïe nous dit, dans Ésaïe 61, il nous dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle à tous les malheureux. » Ceux qui sont captifs, et les captifs, ce n'est pas souvent ceux qui sont en prison, c'est ceux qu'à l'intérieur, ils ont une vie intérieure, il y a plus de souffrance à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc nous, on s'efforce d'évangéliser le peuple Tsigane pour qu'il trouve ce que la Bible dit. La Bible nous apprend à avoir le respect d'autrui, à comprendre les autres, à avoir un abord sur les autres, à avoir
comme on a aujourd'hui. Vous voyez? Du coup, Monsieur Flores, vous n'êtes pas des voleurs de poules alors? Bon, les poules maintenant, elles valent 1,50 € dans des endroits, donc on ne les vole plus, on va les acheter au magasin. Donc voilà. Donc avec tout ça, c'est pour ça qu'on est là en train d'évangéliser justement notre peuple et tous ceux qui nous entourent. Alors c'est vrai, excusez-moi si c'est un peu long, mais c'était un peu pour abréger. C'était important de dire qu'effectivement c'est un mouvement d'aller vers quelque chose de religieux, de spirituel. Voilà, chercher le mot de la spiritualité. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et ça, c'est important. Dans l'accueil qui nous est fait aussi, alors il faut savoir que l'essentiel de la communauté, ce que M. Flores m'a expliqué, c'est que c'est des personnes qui sont des artisans. Donc vous allez aller les voir certainement, puisqu'ils peuvent démarcher, puisque c'est la façon qu'ils ont de travailler. Moi, je mets les pieds dans le plat. Oui, ils payent des impôts, des taxes. Oui, ils sont en règle, ils ont des assurances. Voilà. Enfin, on avait montré quelques-unes. Voilà. Et puis, pour aussi, d'une certaine façon, faire en sorte que les choses se passent au mieux, vous repartez lundi prochain. Lundi prochain, oui. Voilà. Selon notre convention. Voilà, nous avons donc une convention ensemble, avec du coup un état des lieux qui sera fait. S'il y a des choses de cassées, elles seront réparées. Bien sûr. Voilà. Et puis demain, c'est la fête de la musique, mardi soir, et nous aurons le plaisir. On leur a demandé beaucoup en fait. Oui, tant mieux, tant mieux. Mais au moins on participe, c'est vrai, à la communauté, c'est bien. C'est ça. Et donc ils vont aussi participer à notre fête de la musique. Et puis comme il y a beaucoup d'artisans, pour aussi être dans la vie de Noyaret, ils vont réparer la cabane à vélo qui est à l'école maternelle, qui a besoin d'être réparée. Ils ont le savoir-faire et nous, on a les trucs cassés. Donc on est tombé d'accord de ce côté-là. Donc vous voyez, tout ça pour vous dire que vous êtes les bienvenus ici. Enfin, je le dis largement. Merci, voilà. Et puis les habitants de Noyaret sont les bienvenus ici. Oui, surtout. Hein, c'est pour que vous rencontrez et puis pour faire tomber un certain nombre de préjugés qui sont vraiment déplorables. Et voilà, c'était un petit peu l'idée de cette rencontre. C'est excellent. Oui, je tiens à souligner à mettre un point un peu plus. On va un petit peu forcer le mot par rapport à l'invitation. On invite tous les habitants de Noyaret pour réellement, parce que vous allez avoir des chants en espagnol, en français, vous allez voir la guitare. Donc vous pouvez venir participer et surtout écouter le message que nous sommes en train de faire passer au milieu non seulement des gitans, mais de tous ceux qui veulent entendre. Voilà. Donc, Et M. Flores, vous pouvez dire aux habitants de Noyaret ce que veut dire Noyaret en gitan? Oh là, c'est pas en gitan, c'est en manouche, je veux dire, il n'y a pas d'œuf. Il n'y a pas d'œuf. Si on le traduit, mais voilà. Donc, disons, il n'y a pas d'œuf. Il n'y a pas d'œuf. Amén.